faire un bouge de n'importe quel établissement public où l'on sert du vin, de la bière et toute la gamme des consommations connues. Autrefois, tout cela rayonnait autour d'une bouteille d'absinthe. Pour changer un quelconque petit cabaret de la banlieue la plus livide de Paris en quelque chose de sournois et de sinistre, il suffit de la présence de 4 ou 5 hommes, de ceux qui portent sans tromperie leur destin sur leur figure. Bonjour, docteur. Appelez-moi Georges, hein. Ici, tout le monde m'appelle Georges. Bonjour, mon père. Bonjour, Georges. Bonjour, cher visiteur. J'imagine que ça vous est déjà arrivé de passer une soirée mémorable dans un bar, n'est-ce pas? Ouais, mais non, mais bon, attends... Ah oui, non. Peut-être même que l'expérience ne remonte pas à plus tard qu'hier et que vous tombez sur cette vidéo avec une gueule de bois. Pensez à me coucher. Une bonne bassine. N'est jamais trop prudent. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de remettre ça à quelques détails près. Premièrement, nous serons à Paris. À Paris! Deuxièmement, nous n'irons que dans les établissements les plus mal fréquentés. Et troisièmement, notre petite tournée se fera à la fin du 19e siècle. Alors, que se passait-il dans les bars de nos arrière-arrière-grands-parents? Que buvait-on? Que faisait-on? Oh, vous allez voir que les activités sont toujours presque aussi malsaines que les boissons. Mais allons-y sans attendre. Avant de vider le premier godet, je vous rappelle que nous sommes ici pour visiter une époque, et non pour porter un jugement contemporain sur des gens ou des faits qui ont existé il y a un peu moins d'un siècle et demi. J'ajoute que les sources sont en description. Aussi, avant qu'on attaque, je vous rappelle que cette vidéo est la dernière d'un triptyque consacré au bas-fond de la ville lumière. Il n'est pas obligatoire d'avoir vu les 2 précédentes parties pour comprendre celle-ci, mais je vous les conseille quand même car je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit dedans. Tout apparaît en fiche, si jamais. Nous allons reprendre exactement là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, à savoir dans le quartier des Halles. Plus précisément dans un café-crèmerie, un type d'établissement qui vend officiellement du café et de la crème, mais qui, officieusement, est un mastroquet de bas étage peuplé de sombres arsouilles qui têtent du mauvais alcool. Ah, voilà enfin le patron. Donne donc un saladier. Quel brave homme. L'attente ne devrait pas être très longue. Oui, j'ai bien parlé d'un saladier. On va nous en remplir un avec un mélange que je garde confidentiel pour le moment. Le saladier du 19e siècle est presque aussi répandu que la pinte de bière de nos jours. Il y a d'autres incontournables de l'époque, mais nous allons commencer raisonnablement. Ah, tenez, regardez, le voici, le voilà. Vous remarquerez que le saladier qu'on nous apporte est en étain, matière plus difficilement cassable que le verre ou la terre cuite. Très clairement, on utilise l'étain pour 2 choses. Éviter de casser de la vaisselle et réduire les dégâts potentiels que les clients pourraient se faire en se battant avec. Dans le saladier, il y a 3 ingrédients. De l'eau, du sucre et du vin. Le tout est parfois servi tiède. Le vin, c'est la boisson incontournable du 19e siècle en France, surtout à Paris. De nos jours, la consommation moyenne de vin par an et par Français est d'une 50aine de litres. Au 19e siècle, en province, c'était le double, une centaine de litres. Et à Paris, attention, la consommation moyenne annuelle était de 230 litres. Il faut dire que boire est l'activité sociale par excellence. Selon son milieu, ses moyens, on fréquente tel ou tel établissement. Et le vin est parfait puisqu'il peut répondre aussi bien à des exigences qualitatives qu'à des exigences quantitatives et bon marché. On ne sert évidemment pas le même vin au Maxims que dans un cabaret miteux de Montmartre. La consommation assez impressionnante d'alcool s'explique aussi par le fait qu'à l'époque, on a tendance à se méfier de l'eau qui est perçue comme vectrice de maladies. À raison. Au 19e siècle, les eaux potables de Paris sont très régulièrement souillées et impropres à la consommation. Mais il y a une logique dans la consommation de boissons alcoolisées. Boire de l'eau coupée avec de l'alcool, du vin par exemple, c'est théoriquement réduire les risques de maladies puisqu'on ingère moins d'eau potentiellement souillée. À l'époque, le vin est d'ailleurs considéré comme une boisson hygiénique avant d'être un alcool. Et d'une manière générale, si quelqu'un commet un méfait en état d'ébriété, l'ivresse sera perçue comme une circonstance atténuante, surtout si elle vient du vin. Elle est goulayante cette vilasse. Quoique un peu clairette. Mais allez, trinquons, vous faites comme vous voulez. Vous remplissez le verre qu'on vous a donné dans le saladier ou bien vous buvez directement dedans. C'est vous qui voyez. Allez, santé. Alors, vous en pensez quoi ? Oui, je vous l'accorde, pas de quoi fouetter un chat. Mais je vous rappelle que nous sommes dans un estaminet tout ce qu'il y a de plus modeste. Ceci dit, vous avez sans doute été surpris par l'étonnante légèreté du breuvage. En fait, le vin du 19e siècle est plus léger que le nôtre. Il tire en général autour des 8-10 degrés, et il est assez rare qu'on le boive pur. Il est souvent coupé à l'eau. Le degré se réduit donc encore un peu. À Paris, la plupart du temps, le vin vient du Languedoc ou d'Algérie. On masse les stocks, qui sont surtout en tonneaux, pas en bouteilles, à Bercy, dans des hangars qui sont, d'ailleurs, toujours debout au 21e siècle. Une fois le vin importé et stocké, il est revendu plus localement.
N'allez pas croire que parce qu'on est au 19e siècle, l'honnête ouvrier parisien s'abreuve directement avec le bon vin du brave paysan languedocien. Non, 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 les choses sont plus compliquées. On trouve bien sûr des vins de qualité dans les établissements huppés, mais dans les estaminets de plébéiens, la chose est différente. Les vins sont mélangés, remélangés, coupés avec toutes sortes de choses, de l'eau, des colorants, etc. Le but est de faire passer des vessies pour des lanternes et de faire croire aux clients qu'il boit tel ou tel bon cépage alors qu'en fait, il n'en est rien. Il y a même des négociants peu scrupuleux qui coupent le vin avec du cidre. Ce sont des méthodes de truands. Le cidre de l'époque, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. On en boit très peu car c'est assez compliqué à transporter et à conserver. Pour faire simple, le temps de faire venir le cidre de Normandie en train, il tourne et devient aigre. De quoi? Le faire venir de Bretagne. Allons, le cidre breton est au cidre normand ce que le vin anglais est au vin français. De toute façon, faire venir le cidre de l'Ouest ne change en rien le problème de la conservation. En définitive, pour avoir du bon cidre à Paris, il n'y a qu'une solution, faire venir des pommes et le fabriquer sur place. Ça coûte cher et c'est compliqué car la distillation est officiellement interdite à Paris. Les tenanciers des débits de boissons, qui ne sont pas toujours à la recherche de la qualité, préfèrent souvent acheter du mauvais cidre et masquer l'aigreur avec diverses substances, dont du goudron entre autres. Ceci dit, le cidre est parfois bien pratique car le prix du vin est fluctuant et lorsqu'il s'envole à cause des épidémies qui ravagent les vignobles entre autres, on se rabat dessus. Mais pourquoi parlais-je du cidre déjà? Ah oui, juste pour vous dire qu'il y en avait peut-être dans le vin. Oui? Ah non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'établissement, et les cafés-crèmeries en général, ne servent pas à manger. Certes, certains clients sont à table. En fait, on peut apporter de la nourriture de l'extérieur, et l'établissement fournit les couverts et les assiettes. Mais quelle heure est-il, s'il vous plaît? 21h. Oh parfait, la soirée bat son plein. Bon, nous n'allons pas moisir ici, cet assommoir est d'un triste. Il y a d'autres endroits bien plus sympathiques et un peu plus animés. Allons donc chez un marchand de vin. Ce genre d'établissement est typique de la vie nocturne parisienne. Venez. Marchand de vin? Oui, c'est le terme utilisé pour désigner la majorité des débits de boissons moyens. J'aurais pu vous emmener dans un cabaret, un genre d'établissement qui se distingue par le fait qu'on y joue de la musique et qu'on y pousse parfois la chansonnette. À ce propos, il y a pas mal de cabarets célèbres à Paris. Le plus connu, c'est sans doute le Lapin Agile, à Montmartre, fameux pour être l'archétype du cabaret parisien malfamé. Mais il n'y a pas que lui. À l'est de la Butte se trouve un établissement à la réputation déplorable nommé le Lapin Blanc. C'est un peu loin des Halles, là où nous sommes, mais à défaut d'y aller, je vais laisser un habitué vous en parler. L'emploi des armes à feu ne semblait pas interdit. Certaines nuits pouvaient s'inspirer des nuits de Kansas City à ses débuts, quand des bandes se fusillaient dans un saloon pour des motifs plus vénaux que professionnels. Le Lapin Blanc, qui fut à ma connaissance un des derniers établissements de ce genre, offrait à ces jeunes gens, saturés d'idéaux à la fois vulgaires et romantiques, des distractions sentimentales. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le Far West. Voici la description d'un autre cabaret typique qui, hasard, est lui aussi nommé le Lapin Blanc. Celui-là n'est pas à Montmartre, mais se trouve rue aux Fèves, une rue disparue de l'île de la Cité. Voici une idée de l'ambiance. On y pénètre d'abord dans une vaste salle, basse, au plafond enfumé, rayée de solives noires et éclairée par la lumière rougeâtre d'un mauvais quinquet. Les murs, recrépis à la chaux, sont couverts, ça et là, de dessins grossiers ou de sentences en termes d'argot. Le sol battu, salpêtré, est imprégné de boue. Une brassée de paille est déposée, en guise de tapis. La paille, dont la principale fonction est de protéger le sol, a le mérite de pouvoir être changée assez facilement. Mais d'autres établissements dont le sol est en carrelage ou en plancher répandent plutôt du sable ou de la sciure de bois, des matériaux qui peuvent aussi être facilement remplacés et qui sont fort commodes lorsqu'il s'agit d'absorber les éventuels liquides qui tombent par terre, ce qui est fort utile puisque l'ambiance des estaminets est propice au renversement de divers fluides. Mais allons, entrons donc dans ce bouge. Oh, la première chose qui va littéralement vous sauter aux yeux, c'est la fumée. De la fumée de tabac, principalement, puisqu'on fume plus que de raison dans ce genre d'endroit. Principalement la pipe et les cigarettes. En parlant de ça... Comme beaucoup d'établissements ne sont pas chauffés, on laisse portes et fenêtres closes. La fumée s'amasse et une sorte de brouillard plane rapidement au-dessus des clients. Au volute de tabac se mêlent plusieurs autres effluves. Il y a parfois les vapeurs de la vaisselle qu'on fait dans un coin, mais aussi la vapeur du vin que, rappelez-vous, on sert parfois chaud. Question odeur, un témoin donne une synthèse pertinente. Ça sent le sang tiède, le vin chaud, le tabac et le chien mouillé. Une odeur de chien mouillé, d'un clébard qui était à la chasse comme ça. Bien que chaque établissement soit différent par son agencement et sa décoration, comme aujourd'hui d'ailleurs, voici une description assez représentative de la plupart des marchands de vin de Paris. De chaque côté de cette salle, il y a 6 tables. D'un bout, elles sont scellées au mur, ainsi que les bancs qui les accompagnent. Au fond, une porte donne dans la cuisine. À droite, près du comptoir, existe une sortie sur l'allée qui conduit au taudis où l'on couche à 3 sous la nuit. Ne cherchez pas midi à 14h. Si une partie du mobilier est fixée au sol, c'est pour éviter que les clients s'en servent pour se taper dessus, ou les volent. Et les taudis à 3 sous, ce sont des chambres sommaires qu'on peut louer pour la nuit. Il n'y en a pas dans tous les établissements, mais ça arrive. Allons donc au comptoir. Là encore, je vais laisser la plume d'un familier nous entraîner.
Le comptoir plaqué de plomb est garni de brocs cernés de fer et de différentes mesures d'étain. Sur une plaquette attachée au mur, on voit plusieurs flacons de verre façonnés de manière à représenter la figure en plein pied de l'empereur. Ces bouteilles renferment des breuvages frelatés de couleur rose et verte, connus sous le nom de parfait d'amour et de consolation. Ah, quelle belle image! Si on expose des mesures, c'est pour que le client ne soit pas lésé sur le dosage quand on le sert. En ce qui concerne la décoration, il faut dire que le comptoir des marchands de vin est souvent leur plus grande fierté, d'où le fait de l'arranger comme il faut. Derrière lui, le patron expose les principales consommations qu'il propose. Mais attention, l'entourloupe n'est jamais loin. Beaucoup de bouteilles ne servent que pour faire joli. Elles sont non étiquetées, cachetées et remplies d'eau colorée. Jamais le patron n'en ouvrira une pour vous. Si d'aventure vous lui demandez de vous servir le contenu d'une de ces bouteilles, il vous versera un breuvage qui sera vaguement d'une couleur similaire en prétendant que ça vient d'une bouteille remplie du même breuvage, mais qui est ouverte et qu'il faut finir avant d'ouvrir l'autre. En parlant de lever le coude, qu'est-ce que vous voulez boire? Une bière? Ah non, ce n'est pas très local ça. On en boit au 19e siècle, mais en termes de consommation, elle arrive bien après le vin. On la fait venir de l'Est principalement. On n'en trouve pas toujours, aussi je vous la déconseille. Vous pouvez éventuellement demander des boissons régionales. Il y a du rhum, du cognac, de l'armagnac. Mais mieux vaut être prudent dans les estaminets de bas étage. La fraude est courante, et les alcools qu'on vend sont trafiqués. Le rhum n'est parfois qu'un conglomérat d'eau, de colorants, de sirop coupé avec des alcools forts. Un cocktail? Allons, nous sommes à la fin du 19e siècle. Il n'y en a quasiment pas, surtout dans les établissements basiques comme celui-ci. Quoique, si on prend en compte toutes les substances diverses ajoutées dans les boissons pour les trafiquer, on peut dire qu'en quelque sorte il y en a. Blague à part, si nous voulons faire dans le classique sans prendre trop de risques, il n'y a qu'une seule option, l'absinthe. Vous connaissez sans doute cet alcool dont la réputation n'est plus à faire. C'est une boisson à base de plantes extrêmement populaire pour deux raisons très simples. C'est fort et ce n'est pas cher, 15 centimes le verre en moyenne. C'est le prix de 300 grammes de pain blanc. Ce tarif qui défie toute concurrence est possible grâce à un procédé de fabrication par infusion sur lequel je ne digresserai point. Nous partons donc sur des godettes fées vertes? C'est parfait. En attendant les consommations, j'attire votre attention sur l'endroit. La plupart des débits de boissons populaires du 19e siècle sont agencés de la même façon. Il y a une salle principale, celle dans laquelle nous sommes et où se trouve la majorité des clients. Mais pas que. On trouve fréquemment une ou plusieurs autres pièces, souvent des caves ou des arrière-salles, dans lesquelles, ne vous en faites pas, nous aurons l'occasion d'aller. Ah, nous voilà servis. Santé. Exception faite du comptoir, la décoration des marchands de vin est souvent très sommaire. Ça ne sert à rien d'en faire trop, tout risquerait d'être abîmé à la première bagarre. Les établissements les plus cossus ont un miroir, et les murs sont parfois ornés de fresques ou de graffitis, la plupart du temps. Notez que si le rôle du tenancier est souvent tenu par un homme, il arrive parfois que ce soit une femme qui gère l'établissement. Voici d'ailleurs un portrait assez saisissant de l'une d'entre elles qui répond au délicat surnom de l'ogresse. L'ogresse a 40 ans environ. Elle est grande, robuste, haute en couleur et quelquefois barbue. Sa voix rauque, virile, ses gros bras, ses larges mains annoncent une force peu commune. Elle porte sur son bonnet un vieux foulard rouge et jaune. Un châle de poils de lapin se croise sur sa poitrine et se noue derrière son dos. Sa robe de laine verte laisse voir ses sabots noirs, souvent incendiés par ses chaufferettes. Enfin, le teint de l'ogresse est aviné, enflammé par l'abus des liqueurs fortes. Je précise que cette description nous vient des Mystères de Paris, de Gensu, autrement dit un roman. Même s'il est peut-être fictionnel, il donne une bonne idée des divers profils qui ont pu inspirer l'auteur. En ce qui concerne la fréquentation des marchands de vin, elle varie selon le quartier et le public visé par l'établissement. Il y a des débits dans lesquels des familles entières viennent passer une partie de la soirée. Oui, avec les enfants bien entendu. Dans quasiment chaque établissement, on trouve aussi, vous vous en doutez, des prostituées. Si elles ne sont pas au comptoir ou autour d'une table, elles se promènent dans la salle en tentant d'aborder ou de se faire aborder par un client potentiel. Oh, les tenanciers sont parfaitement au courant et laissent faire. Ça fait tourner le commerce. En plus, comme vous le savez déjà, il arrive que des établissements soient équipés de chambres qui peuvent être louées à la nuit ou à la passe. D'ailleurs, certains tenanciers peu scrupuleux ont trouvé une combine pour se faire un maximum d'argent. Ils louent des chambres la nuit, mais la journée, quand l'occupant n'est pas là, ils la louent à des prostituées qui y vont pour conclure leurs affaires. Bien entendu, les tenanciers qui laissent les prostituées travailler chez eux ont un petit pourcif au passage. Et quand bien même il n'y a pas de chambre à louer, la plupart des patrons d'établissements laissent les prostituées racoler chez eux. Il faut dire qu'elles sont de fidèles clientes qui ne manquent pas de consommer, d'attirer et de pousser à la consommation une foule d'autres clients. Notez que, parfois, les prostituées sont aussi serveuses. Ce mode de prostitution est assez populaire puisqu'il crée un semblant de séduction dont les clients sont assez friands. Pour l'anecdote, la ville du Havre va trouver une bonne parade pour éviter ce type de prostitution. Les tenanciers ne peuvent embaucher comme serveuses que des femmes de leur famille. Le prix de la passe? Oh, 2 francs plus ou moins, soit une bonne douzaine de verres d'absinthe. C'est un peu cher, mais nous sommes en début de soirée. Les prix baissent au fur et à mesure que l'heure avance. La raison est assez simple. La fille qui n'a pas réussi à faire son chiffre de la soirée se brade. Elle accepte à minuit ce qu'elle a dédaigné à 9h, pour reprendre l'allocution d'un auteur de l'époque.
Notez cependant que les persilleuses qui ne parviennent pas à boucler la soirée ne sont pas forcément les plus jeunes et les plus jolies. Mais je vous parle déjà de la fin de soirée alors qu'elle ne fait que commencer. Nous y reviendrons en temps voulu. Oh, j'y pense, faites attention, on trouve parfois des voleurs parmi les clients. Ils repèrent de futures proies pour le vol au poivrier, le vol commis sur les personnes ivres. Et parfois, ils font eux-mêmes boire des clients plus que de raison pour pouvoir les détrousser plus tard. Soyez sur vos gardes. Ah, le saladier de tout à l'heure vous a donné envie d'aller au petit coin. Eh bien, sans surprise, il n'y a pas de toilette. Enfin, il peut y en avoir, parfois dans les arrière-cours, mais ne vous attendez pas à du grand luxe, à un trou ou un puits qui fait office de fosse à bran, à urine et à vomi. Avec un peu de chance, il y a des Vespasiennes ou des toilettes publiques non loin dans la rue, mais le soir, elles sont souvent squattées par des vagabonds. Sinon, il y a toujours le caniveau, je suppose. Vous préférez vous retenir un peu? Soit. Vous vous souvenez que tantôt, je vous ai dit que les caboulots étaient souvent équipés de plusieurs salles. Vous avez vu la première. Voyons un peu le reste. Quand il y en a, les autres salles se trouvent un peu à part. On y accède souvent via un escalier raide, qui monte ou qui descend, ou en traversant une cour. Si les clients les plus classiques se trouvent dans la salle principale, dans les salles secondaires, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ces pièces sont souvent fréquentées par des habitués, des voyous, des bandits et des souteneurs notoires. Parfois, ces arrière-salles font office de véritable quartier général à certaines bandes. Dans les étages d'un des troquets proches du théâtre du Châtelet, on trouve ce qui s'appelle la bourse aux filles. C'est une réunion sordide des plus gros macros de Paris et de province qui se retrouvent pour s'échanger des prostituées. Ça permet à chacun de renouveler son personnel sans avoir à former de nouvelles recrues au métier. Même si les jeux de hasard sont officiellement interdits, on ne se prive pas pour jouer, notamment dans les arrière-salles des caboulots. Bien sûr, ça déclenche régulièrement des bagarres, aux grandes dames des tenanciers qui voient parfois leur mobilier ou de la vaisselle être détruit. Ceci dit, figurez-vous qu'un patron a trouvé une méthode assez remarquable pour faire cesser immédiatement les éventuels rixes qui se passeraient chez lui. Voici comment il s'y prenait. Le vieux Niquet, si célèbre sous l'Empire par ses cerises à l'eau de vie, avait fait établir des conduits d'eau très utiles dans le cas d'une rixe violente. On les lâche de plusieurs points de la salle sur les combattants, et si cela ne les calme pas, on lève un certain appareil qui bouche hermétiquement la sortie. Alors, l'eau monte, et les plus furieux demandent grâce. Radical, mais efficace, semble-t-il. Dans ce genre d'endroit malfamé, on s'appelle rarement par son prénom. Tout le monde a un surnom et c'est plutôt ce dernier qu'on emploie. Il n'est pas rare de ne pas connaître le véritable nom de son vis-à-vis, ce qui est bien commode dans le milieu de la pègre, qui est très friand de ce genre d'endroit. En parlant de ça, qui dit milieu interlope dit aussi police. Et la police n'est pas en reste dans les Bouges. Elle n'est pas directement là, je vous rassure. On ne prévient pas quand il y a la maréchaussée. De toute façon, les établissements sont souvent équipés d'une seconde sortie pour prendre la fuite en cas de descente. Arrêtez-le! S'il fuit, c'est qu'il se sait coupable! Non, la police est surtout présente dans les bistrots via de nombreux indices qui laissent traîner leurs oreilles un peu partout. Concernant les agents en uniforme, ils ne rentrent que rarement dans les Bouges, mais ils font régulièrement des patrouilles devant. Certains estaminets ont de petites spécificités. Dans les cafés-concerts, on trouve des concerts. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec un concert qu'on pourrait voir dans un bar de nos jours. Les musiciens, plus ou moins ivres, qui tentent d'esquiver les diverses choses que leur lance le public, reprennent les chansons du moment, et les spectateurs, plus ou moins ivres eux aussi, braillent en chœur les paroles. On trouve aussi de temps en temps ce qu'on appelle des maisons de tolérance à estaminets. Rien qu'au nom, j'imagine que vous avez compris l'idée. Le concept est exactement le même que dans les maisons closes classiques, mais adapté au milieu populaire. Pour rappel, dans une salle, clients et prostituées discutent et boivent, et des chambres sont à disposition pour les passes. Je ne m'étends guère plus sur la chose puisque je l'ai déjà décrite en détail dans une autre visite. Dans les maisons de tolérance à estaminet, on boit exactement la même chose que chez les marchands de vins ordinaires, mais ce coup-ci, il y a des prostituées officielles, déclarées auprès de la mairie, et vaguement suivies médicalement. Enfin, bon, ça c'est pour la théorie. Dans la pratique, comme certains établissements du genre ne sont pas déclarés, les filles sont parfois cachées, et elles ne descendent que lorsque les clients sont là. Bon, vous voyez qu'il y a tout de même de quoi bien s'occuper, mais... Ah, la lumière vient de diminuer. Bon, déjà qu'on y voyait goutte, voilà qui ne va pas arranger les choses. Bon, vous l'avez peut-être compris, on ne va pas tarder à fermer. Oui, je sais, il est à peine 23 heures passées. Mais au 19e siècle, on se lève plus tôt et on se couche aussi plus tôt. Le kidam se met au lit vers 21h, alors 23 heures, c'est déjà le milieu de la nuit, et la majorité des établissements ferment à cette heure-ci. Mais ne vous en faites pas, j'ai de la ressource, et je sais exactement où aller pour poursuivre la soirée. Le moment où les établissements ferment est un sacré spectacle. Les estaminets se vident à peu près tous en même temps et ce sont des cohortes de gens ivres qui se retrouvent lâchés dans les rues. Voici un petit témoignage sur l'ambiance à ce moment de la soirée. Je précise que l'auteur parle de la rue Sainte-Marguerite, située près de Bastille, mais il n'est pas interdit de penser que le spectacle est à peu près le même, voire éventuellement pire, aux Halles. L'orgie est à son comble. Les débitants poussent dehors leur clientèle abrutie. Tout ce monde remplit la rue, titubant, glissant sur le pavé gras. Les culs-de-jatte se traînent à terre. Les aveugles se cognent contre les ivres morts. Les musiciens entrechoquent leurs instruments qui gémissent. On se dispute, on se bat. Et les jolis messieurs à casquette de soie qui viennent de régler leur compte avec leurs dames partent vers les boulevards extérieurs pour terminer leur nuit par quelque attaque nocturne.
Toute cette foule turbulente est attendue au tournant. Les policiers en embuscade espèrent pouvoir cueillir d'éventuels criminels recherchés, habitués de tel ou tel établissement. Mais pas seulement. Des messieurs en quête d'une fille pas chère viennent guetter la sortie des bars, puisque, souvenez-vous, celles qui n'ont pas réussi à boucler la soirée baissent leurs tarifs. Et quand le troquet ferme, les chances de trouver un client s'amenuisent. Les voleurs sont aussi de la partie à la sortie des bars. Ils sont à la recherche de proies faciles. Notez d'ailleurs que le pic de criminalité a lieu entre minuit et 1h du matin. Grosso modo l'horaire où l'immense majorité des bars ferment et où on rentre chez soi. Mais, outre les ruffians et les messieurs en quête de coït, il y a encore d'autres personnages singuliers. Des macros viennent chercher là où les prostituées qui travaillent pour eux, mais certains autres messieurs sont des créanciers qui viennent retrouver un débiteur qui ne les a pas payés pour le secouer un peu et récupérer la somme. On trouve aussi un spectacle encore plus pathétique que le reste. Certaines personnes, des parents, des amis ou des proches, font la fermeture des mastroquets à la recherche d'une fille, d'une sœur ou d'une amie dont ils n'ont plus de nouvelles et qu'ils tentent de retrouver comme ils peuvent, vainement la plupart du temps. Mais, comme je vous le disais, même si certains bars ferment, la soirée est loin d'être terminée. Avançons un peu. En ce qui concerne la prostitution dans le quartier à cette heure-ci, ce n'est pas parce que les établissements ferment qu'elle disparaît. Au contraire, elle reste. Mais elle change, car les percilleuses sont souvent rondes comme des queues de pelle, et certaines sont prêtes à tout pour boucler la soirée, comme l'explique un témoin. À minuit, 1h ou 2h même du matin, la femme si altière tout à l'heure abaisse le chiffre de ses prétentions. De 5 louis, elle tombe à 3, à 2, à 1. D'autres, celles en dèche, qui ont faim, se contentent d'une choucroute garnie. Celles qui n'ont pas de domicile, et il y en a, acceptent l'hospitalité écossaise. Celles enfin qui étrennent une toilette susceptible ne refusent pas, s'il pleut, de se livrer pour le prix d'une course en voiture. Ne vous formalisez pas si certaines prostituées nous font du rentre-dedans. Comme je vous le disais, elles sont souvent un peu ivres à cette heure-ci, et celles qui n'ont pas trouvé de clients n'hésitent pas à racoler avec, parfois, un peu de véhémence. En cas de refus, certaines peuvent donner des coups d'éventail ou de parapluie. Faites aussi attention, elles s'amusent parfois à faire des croche-pattes. D'autres persilleuses profitent de la foule et de l'ivresse pour faire de l'entollage, un mot qui est utilisé spécifiquement pour désigner un vol commis avec le concours d'une fille de joie. La technique est d'isoler le client puis de le détrousser, à l'aide de complices la plupart du temps. Soyez donc sur vos gardes. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans le quartier des Halles, un endroit particulier puisqu'il vit toute la nuit. Les Halles, c'est le grand marché qui alimente toute la capitale, le ventre de Paris, comme l'écrivait Zola. Si à minuit la journée se termine pour certains, elle commence pour d'autres. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés si nous rencontrons des gens qui écument les rues en poussant d'étranges cris. Ce sont les réveilleurs qui font le tour du quartier et réveillent les gens qui travaillent aux Halles, en criant. On dit que chaque réveilleur a son propre cri, ce qui permet aux travailleurs de reconnaître facilement la « sonnerie » entre guillemets qui les concerne et de savoir si c'est l'heure de se lever ou pas. Vous l'aurez compris, en découvrant ce surprenant métier, il n'y a pas de réveil à l'époque. De par la particularité du quartier, on trouve pas mal d'établissements qui servent à la fois les gens qui, comme nous, veulent poursuivre la soirée, mais aussi les gens qui commencent leur journée, les gens qui travaillent aux Halles typiquement. L'ambiance va un peu changer. Venez, entrons dans ce caboulot. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours la fête. Le décor et l'ambiance sont assez similaires à ceux de l'établissement que nous venons de quitter. Mais cette fois-ci, la pègre ne prend pas la peine de se cacher dans une arrière-salle. Certaines prostituées, par exemple celles que nous avons croisées plus tôt dans les bars, ou celles qui racolent sur les boulevards et qui n'ont pas gagné assez, écument les salles dans l'espoir de boucler la soirée avec un dernier client. D'autres viennent dans les troquets des Halles pour retrouver leurs souteneurs et passer le reste de la nuit avec eux. On appelle ces filles qui retrouvent leur macro des éponges. Leur raison est moins salace que ce que vous pensez peut-être. En fait, les souteneurs consomment à crédit pendant la soirée. Ils ont donc une ardoise. Et cette ardoise, ce sont les filles qui l'effacent en payant avec une partie de la somme gagnée dans la soirée, d'où leur surnom. Pour certaines prostituées qui terminent la journée, c'est aussi le moment de se détendre un peu, en buvant, en chantant, etc. Notez qu'elles ne sont pas les dernières pour se battre. Quand elles sont au travail, elles évitent, parce que ça effraie les clients, et en plus, elles risquent d'abîmer leur tenue, ce qui peut leur coûter cher, puisque les vêtements qu'elles portent sont parfois des locations, ou ne sont pas entièrement payés. Il faut donc faire attention. Celles qui cherchent désespérément un client, ne serait-ce que pour pouvoir payer le retour chez elles, racolent plutôt dans les rues. À cette heure-ci, même les moins gâtés par la nature peuvent espérer trouver un client. Je m'explique. Premièrement, les messieurs sont généralement saoux et peu regardants sur le physique. Et deuxièmement, quand bien même le physique serait ingrat, les prostituées attendent plutôt loin des éclairages publics, qui ne sont pas fameux d'ailleurs. Et la disgrâce de leurs traits est complaisamment cachée par l'obscurité. Ce n'est pas pour rien que ces prostituées sont surnommées les belles de nuit. Elles sont belles, certes, mais la nuit, quand on ne les voit pas. La passe ira sans doute se faire dans quelques rues sordides dépourvues d'éclairage ou dans des Vespasiennes. On va ken ce soir, monsieur. Les boissons qu'on sert dans les troquets nocturnes des Halles sont à peu près du même acabit que ce que nous avons déjà pu boire au cours de la soirée. Ah, vous avez faim? Oui, je comprends, mais j'espère que vous n'êtes pas exigeant. Certains établissements proposent à manger, mais disons que la réputation de la cuisine n'est pas fameuse. On trouve des soupes diverses, élaborées avec des restes récupérés dans des restaurants ou autres. Mais il est potentiellement possible, avec un peu de chance, de se procurer du pain, un peu de fromage, de la charcuterie, des choses plutôt simples. Notez que certains établissements servent de la choucroute, mais attention, de la choucroute au sens premier du terme. Oubliez la montagne de barbac et les pommes de terre, ce ne sera qu'un tas de choux fumants. Ceci dit, comme les Halles ne sont pas loin, vous pouvez peut-être
peut-être essayer d'y aller pour acheter quelque chose aux maraîchers qui s'installent. Les produits ne manquent pas. Puisque je suis lancé sur les maraîchers des Halles, les prostituées qui n'ont vraiment trouvé aucun client iront se brader auprès d'eux, et ils paieront souvent la passe en nature, avec des choux, des navets ou des carottes, que les filles, si elles ne les mangent pas, iront revendre à un restaurant du coin pour quelques sous. Oh, en parlant de quelques sous, je me permets de vous rappeler que cette chaîne ne pollue pas ses créations par des publicités ou des placements de produits. Ici, la production est locale et c'est vous, les spectateurs, qui pouvez permettre la poursuite de l'aventure. Si la visite vous plaît, pensez donc à aller faire un tour sur le Tipeee. C'est important car c'est vous et seulement vous qui faites tourner la boutique. Le lien est en description. Un immense merci aux tipeurs d'ailleurs, sans qui cette visite n'aurait pas été possible. Eh bien, il est 2h du matin. Oh, dans une poignée de cabarets du quartier, la soirée va se poursuivre jusqu'à ce que le jour vienne y mettre un terme et laisse la place à une ambiance que je laisse un témoin vous décrire. Il est impossible de ne pas songer qu'au petit jour, le chant du coq dissipera tous ces hommes et toutes ces femmes qui ne sont déjà plus que des fantômes. Au petit jour, en effet, tout s'évanouit. Il ne reste plus que l'odeur écœurante de la fête, l'odeur de la chair chaude, une triste odeur de poulet en cajot qui se mêle à la fumée froide des tabacs bruns et blonds. Les uns et les unes rentrent au domicile le dos voûté, le regard éteint, la démarche mal assurée. Si vous ne voulez pas rentrer, en attendant que le jour se lève, vous pouvez rester ici, ou vous mettre en route vers un restaurant des Grands Boulevards pour continuer la soirée. Certains sont ouverts toute la nuit. En revanche, je vous préviens, le budget ne sera pas le même. Oh, pour ma part, je pense que je vais rentrer. Bon, eh bien, il semblerait que cette petite soirée dans les bas-fonds de Paris touche à sa fin. J'espère de tout cœur que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le faire savoir en faisant tout ce qu'il est coutume de faire sur Internet, en de telles circonstances. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à aller vadrouiller sur la chaîne. Je crois que vous trouverez de quoi vous occuper d'ici la prochaine sortie. D'ailleurs, je vous rappelle que je réalise, en plus des visites historiques, des fictions audio, idéales pour accompagner les voyages. Et la dernière d'entre elles, Le Chevalier et la Marchande de Soie, est disponible en version intégrale. Vous êtes également les bienvenus sur le Discord de la communauté, si le cœur vous en dit. Le lien est en description. Allez, pour ma part, j'y vais. Au revoir, Georges. Au revoir, mon père.